Le test, c'est le Oppo N1. Nous l'avons depuis plus d'une semaine. Et justement, Laure, est-ce que tu peux nous parler de ce téléphone? Alors, le Oppo N1, c'est un cousin en termes de format du HTC One Max, puisqu'il a lui aussi En gros, c'est une tablette. Une phablette. Une phablette, oui. C'est le dernier téléphone de Oppo, la marque chinoise, qu'on connaît assez bien pour ses téléphones un peu plus qualitatifs que les concurrents chinois du marché, avec ici un format phablette. Je sais que tu aimes bien ce mot, Julien, Non, avec un écran de 5,9 pouces, donc comme le HTC One Max, avec une définition Full HD. On a aussi à l'intérieur un Snapdragon 600 à 1,7 GHz, 2 Go de RAM, une mémoire de 16 Go ou de 32 selon la version qu'on choisira, et ce petit module photo au-dessus qui va être rotatif. Ok, donc ça c'est un élément différenciant. Voilà, alors c'est pas non plus si nouveau que ça. Capteur de combien de mégapixels? 13 mégapixels avec 2 flashs. Un double flash LED. Alors je vais vous montrer ce que ça donne sur la caméra. Alors, et donc ça permet de prendre des photos de soi-même en retournant l'appareil. Là par exemple je prends Baptiste en photo. Dire selfie là. Il veut pas dire selfie, mais c'est pour faire des selfies quand même. Hein. Ou pour faire du chat vidéo, du Skype par exemple. Le vieux selfie avec le sourire. C'est ce genre de module qu'on retrouve assez régulièrement, qu'on retrouvait assez régulièrement dans les téléphones asiatiques avant même l'arrivée des smartphones. On avait des téléphones à clapet et ce genre de petits modules rotatifs pour bénéficier d'une seule caméra. C'était soit au milieu du téléphone, soit en haut du téléphone. C'est quelque chose qu'on retrouvait assez régulièrement. Alors c'est une prise de risque pour Oppo parce que dès lors qu'on a un système comme ça qui est quand même utilisé tous les jours plusieurs fois... Il faut que la finition soit impeccable pour que le châssis ne casse pas. Pour éviter d'avoir des retours. Oui, ouais, ça et là c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vaut? Tu l'as utilisé depuis une semaine maintenant? Ouais, ça fait quelques jours que je l'ai en main. En termes de photos, alors il faut savoir quand même que c'est pas un smartphone à 600-700 € comme on peut en avoir chez les concurrents phablettes, type HTC justement, puisque c'est le même format. Donc là on est à 449 € en 16 Go sur le site d'Oppo, avec l'accessoire coque et avec une petite télécommande. Elle est là, donc voilà. Là c'est la coque officielle. Ouais. Sachant que les autres vont nous vendre ça 40 € sans problème. Et il a une petite particularité dont tu n'as pas encore parlé. Oui, c'est vrai. On la voit pas en fait, c'est caché. Il y a un pavé tactile à l'arrière. Alors si tu essaies et que tu t'en sors bien, je vais vous montrer en fonction des écrans sur lesquels on est. Voilà. Par exemple là je suis sur le bureau et si je pose bien mon doigt, parce qu'on ne peut pas justement savoir exactement... En fait le pavé tactile est quand même un poil trop petit peut-être pour être... alors on te dit sur la fiche technique ça fait 12 cm², effectivement. Voilà. Vous avez vu, l'écran bouge tout seul. Mais c'est pas évident, il bouge pas vraiment tout seul, c'est moi qui le bouge. Avec le pavé tactile derrière. À l'arrière, voilà. C'est un peu FBI, une fausse bonne idée, d'autant que quand on a une coque, par exemple, il faut une coque spéciale qui a une découpe spéciale pour utiliser le pavé tactile. Pour avoir essayé ça pas mal de fois, bon, c'est pas facile quand on n'a pas mis de coque, mais alors quand on a mis la coque, il faut appuyer fort et c'est pas évident. Coucou. Ce qu'ils sont en train de dire en fait, c'est que Oppo a inventé quelque chose de plus difficile à faire qu'avant. En fait. Alors c'est gadget, ça je suis d'accord, c'est super gadget. Par contre il y a une fonction que j'ai trouvé sympa, c'est l'ouverture de l'appareil photo en double-cliquant sur ce petit pavé tactile. Ça j'ai trouvé ça cool. Parce que ça va vite, ça marche bien, si tu vises dedans. Ça fait 3 fois qu'il teste. Et tu vises à côté. Ah je vise à côté. C'est vraiment... Ah voilà. Vous avez vu? Donc si tu c'est par la pensée que je l'ai fait. Bien joué. Et donc si tu prends tes marques et que tu vises vraiment au bon endroit, ça marche bien. Et avec un appui long dessus, à peu près 1 seconde. Alors je vais le refaire pour qu'on voit bien la caméra. Regardez. Ah non, et tu le refermes. Hein. Non mais j'ai fait exprès, j'ai ouvert et j'ai fermé. Ok. Vous avez vu? Et là sans toucher l'écran. Oppo téléphone pour magicien. C'est un peu ça. Hein. Bon après on s'en servira pas toutes les 5 minutes, hein. Faut pas arriver. Non, c'est quoi vraiment l'intérêt? Parce que moi je me dis, le vrai intérêt c'est qu'ils aient développé un kit de développement et mis en place un kit de développement pour les développeurs afin de développer des choses intéressantes pour leur application. Est-ce que c'est le cas? Ça pourrait l'être. Pour l'instant on peut l'utiliser dans leurs applications, je ne sais pas s'il y a un SDK disponible pour les développeurs, j'espère qu'il y en a un parce qu'effectivement ça pourrait être très utile. Edouard, est-ce que tu vois des applications à ce pavé tactile à l'arrière ou... Comme ça, non. Mais, il est super dubitatif là. Non, mais surtout, en fait, le problème, c'est que c'est sur un écran aussi grand et comme vous le montrez, c'est galère à utiliser. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à savoir où il se situe à l'arrière, en fait. À la limite, il faudrait des applications qui aient besoin de ne pas avoir les doigts sur l'écran. Et en fait, j'en vois pas beaucoup sur un écran tactile, qui est un peu le... Mais c'est pas une idée neuve, hein. C'est une idée qu'on avait déjà sur un certain Motorola qui était en slide et qui avait un clavier... et un pavé numérique derrière. Et on trouve ça actuellement aussi dans les manettes, pardon, dans les manettes de PS4, sur la PS Vita.
Voilà, donc c'est un petit peu à la mode. Globalement, ça sert à rien. Okay. Mais bon, donc je résume à ce niveau de la vidéo. C'est un aveu de grande taille en fait, et de trop grande taille pour la plupart des mains. Oppo qui a voulu se différencier, ils ont mis une caméra rotative, ils ont mis un pavé à l'arrière. On va rentrer maintenant dans les détails qui sont plus classiques. Avant de s'intéresser au logiciel, est-ce que tu peux me dire que vaut le capteur photo? Moyen. Il vaut 450 € et il vaut son prix. L'avantage c'est qu'on peut faire du selfie en 13 mégapixels. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà, donc là, on ne fait pas toutes les 5 minutes selon ce qu'on utilise. C'est pas non plus très mauvais. Hein. Non, c'est pas parfait. En basse luminosité, parce que c'est ça qui est censé être le point fort là, on voit ce N1. Il y a un peu de bruit. Il y a du bruit qui arrive rapidement. La mise au point est extrêmement rapide, mais elle est peut-être un petit peu aléatoire. Ouais, il met au point rapidement peut-être, mais en tout cas, il est pas super. En fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est efficace, c'est ça le problème. C'est pas super efficace et c'est même plutôt pas efficace, on va dire. Alors, les couleurs sont très flashy. Ouais. Alors si tu regardes bien, il y a un double flash. Si tu l'utilises en pleine puissance, ça va avoir tendance à te cramer tes photos, donc ça va pas être super joli. Voilà. J'avais fait quelques tests. Alors les constructeurs, ils s'amusent à mettre des doubles flashs. On a eu les 4 flashs de laser le Liquid SD en met 4. HTC en avait mis 2. Ouais. Après ils se sont dit ah non c'est trop, on en met qu'un. Par contre on a une fonction avec un semi-flash qui peut être assez efficace, mais pas dans toutes les situations, pour avoir une luminosité très correcte, mais à utiliser avec parcimonie quand même. Et personne ne s'est dit qu'un flash de couleur comme ce que propose Apple sur son 5S, c'était quand même le truc le mieux? Ah bah ils ne sont pas dit ça chez Oppo en tout cas. D'accord. Et ensuite, le processeur, c'est du Snapdragon S600. C'est un processeur qui a déjà prouvé... Voilà, on le connaît bien, on le voit chez le HTC One, le One Max. Le Galaxy S4 aussi. Le Galaxy S4. Donc il est là chez Là, chez on pas a mal les de scores monde. de benchmark. Voilà. Il fait des scores qui sont forcément inférieurs à ce qu'on va avoir avec du S800 chez du Note 3 par exemple, ou des phablettes de ce type. On voit que c'est le niveau d'un Galaxy S4. Ouais, tout à fait. C'est le niveau d'un HTC One Max. Ça marche très bien, il ne faut pas non plus être trop exigeant. Ça marche extrêmement bien. À l'utilisation, on a une fluidité. C'est fluide. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des téléphones chinois qui intègrent des processeurs de qualité. Et sachant qu'on a une bonne autonomie grâce à ça aussi. On tient largement la journée et ça c'est super appréciable sur ce type d'appareil. Edouard, qu'est-ce que tu penses de l'Oppo et est-ce que tu peux nous parler du logiciel? Parce qu'il y a des petites particularités je crois. Ouais, la particularité c'est donc le téléphone que vous avez, il utilise ColorOS qui est donc la version modifiée. Donc là ce que j'ai c'est ColorOS. Voilà, c'est Android 4.2 modifié à la sauce chinoise, donc généralement c'est toujours aussi moche. C'est des icônes colorées, des formes... Des formes bizarres. Voilà, bref. Mais en fait la particularité de ce téléphone, ce sera le premier à utiliser... Cyanogen de manière officielle, parce qu'on vous l'avait déjà dit, mais Cyanogen c'est maintenant une entreprise, et donc l'Oppo N1 va être le premier téléphone à vraiment utiliser cette ROM professionnel, si on peut dire. Et ça se caractérise comment? C'est du dual boot ou est-ce que l'utilisateur, au premier lancement, a le choix? Du moins, je ne sais pas exactement, mais je pense que qu'il n'y aura justement pas le choix et que ce sera Cyanogen tout court. En gros, ils vont collaborer avec Cyanogen pour faciliter l'installation de Cyanogen Mode. Non, ce sera préinstallé. Ce sera préinstallé, mais... Ouais. Okay. Et la sortie donc, c'est une bonne nouvelle du pour 24 décembre. Les puristes. Bah, oui, et puis c'est le premier Cyanogen Phone. Si on peut dire, même si c'est pas Cyanogen qui le fait, c'est la première collaboration d'envergure de Cyanogen avec un constructeur. C'est un peu à comparer au Google Play Edition où on a une version constructeur et une version Google. Là, c'est une version constructeur et une version Cyanogen. C'est une bonne formule, je pense. Mais... il est intéressant pour ça aussi. Après, ça reste un format phablette. C'est donc un 5,9 pouces niche qui va apprécier ça. Il pèse plus de 200 grammes. On ne peut pas toucher l'autre côté de l'écran. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Et c'est encore plus gros avec la coque. Un peu... Ouais, je vais mettre la coque justement. Ça fait très léger en fait cette histoire de coque parce qu'on avait la même chose avec le G2 et on a aussi la fonctionnalité, ça s'appelle pas comme ça mais Knock-on, qui consiste à double-cliquer sur l'écran éteint pour le réveiller. Et on a ça sur le G2 également. Bon, a priori ça marche, peut-être qu'on l'a désactivé mais ça marchait. Ça marche. Donc on peut faire un double clic sur l'écran pour désactiver ou activer l'écran? Non, juste pour l'activer justement. Pour l'allumer en fait. Ah oui, ok. Donc il faut le mettre en veille. Je vais tester. Et voilà, et tu double-cliques et normalement ça marche. Ça marche. Voilà. Alors ça c'est très utile. Ça j'aime bien parce que quand on pose son téléphone sur son bureau à côté de soi et qu'on veut voir ce qu'on a reçu à l'instant, hop, un double-clic. J'avais testé il y a 2 mois le G2. Très pratique. Parce que j'avais réalisé le test pour Android et j'avais pris l'habitude d'utiliser Knock-on. Oui, et aujourd'hui, 2 mois après avoir abandonné le G2, je le fais toujours sur mes téléphones. Est-ce qu'il y a des équivalents sur le Play Store du coup? Non, parce que ça touche en fait,
Tu peux nous en parler, Edouard, justement Ouais, en fait, c'est vraiment des modifications au niveau bas niveau, au niveau du kernel notamment. Donc il faut vraiment une ROM à part entière pour pouvoir le faire. Mais c'est en développement pour le Nexus 5. Ouais. Je ne sais pas si c'est finalisé. Peut-être que ça sera par défaut sur Android dans les prochaines versions. Ce serait souhaitable. Effectivement, en fait, c'est une connexion entre le touchscreen et les modules de gestion de l'alimentation du téléphone. Donc effectivement, c'est des modifications. Oui, ça demande que l'écran soit toujours actif pour pouvoir détecter le... Bon, voilà pour ce qui est du Oppo N1. Est-ce que tu peux nous faire une conclusion sur le Oppo N1 ? Est-ce qu'on le conseille à ce prix-là ? Parce qu'il a quand même des défauts. En plus d'avoir des petites particularités qui peuvent être identifiées pour certains comme des défauts, il a également non compatible 4G, je crois. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que pour le coup, pour quelqu'un qui voudrait une phablette, avoir de la 4G en plus, ça en ferait vraiment la phablette, pas ultime, mais une excellente phablette. À 450 €, elle a un excellent rapport qualité-prix. Donc ça aurait été vraiment une bonne idée. Et côté SAV, comment ils assurent Oppo ? Alors là, c'est la grande question. Voilà. En gros, Oppo, ils ont un revendeur en France qui s'appelle Oppo Style. C'est Oppo Style. Voilà. Les gens peuvent confondre, en même temps, c'est fait pour. Oui, c'est fait pour. Et qui vend. Déjà, c'est quand même assez positif parce que pour beaucoup de marques chinoises, c'est des revendeurs qui sont des revendeurs tiers. Là, Oppo Style garantit le téléphone normalement. Il garantit ce téléphone, mais c'est-à-dire si on le casse, il y a un retour en Chine. Je ne sais pas. Je pense que ça prend un petit peu plus de temps. Il n'y a pas de SAV physique en France. Voilà. Mais la bonne chose, c'est qu'on peut le dire, c'est que Oppo nous a envoyé le téléphone et donc ils ont vraiment une vocation à vouloir s'internationaliser. Ouais, se faire connaître à l'étranger. D'ailleurs, on a un listing de tous les pays dans lesquels c'est disponible sur Oppo Style et c'est disponible quasiment partout. Hein. Donc est-ce que tu le conseilles ? Franchement, oui. Alors, il faut aimer les petites fonctionnalités gadgets. Faut accepter aussi de ne pas les utiliser tout bêtement. Hein. Mais il a un bel écran, il tourne bien. C'est sûr qu'on peut se différencier en ayant ce téléphone. Ouais, je le trouve un petit peu féminin, effectivement. Il a un côté un peu bling-bling, avec son petit machin rotatif, avec ses petites bordures en métallisées, avec sa coque. C'est vrai que c'est tout en plastique. Mais ça a l'air d'être un plastique tout en plastique. Il y a une espèce de faux cuir, j'ai senti tout à l'heure. Des faux cuir Ouais, sur la coque, ouais. Mais globalement, il tourne bien, il a des vraies qualités, il est pas trop cher. Donc qui veut une phablette peut y aller, je dirais pas les yeux fermés, mais quand même en ayant confiance. On a des fans sur le forum de la gamme Oppo. Ah, Oppo, c'est une grosse communauté. Ça se développe vraiment. Et avec la version cyanogène, je trouve qu'il y a vraiment des éléments différenciants chez ce N1. Ça doit fasciner, c'est un peu un mythe, le téléphone chinois très bon, haut de gamme, etc. Et donc, du coup, après, il y a les gens qui vont s'apercevoir que tu vas l'avoir dans les mains. Ah, finalement, c'est ça. Enfin, bon, vous aurez peut-être moins de fans dans 2 mois. Pour compléter ce que j'ai dit, le dual boot, il y en aura bien au final. Ok, il y a un dual boot. Vérifier. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Ouais. Dans une édition à part, évidemment, dispo depuis Noël. Ok, tu le conseilles, tu as déjà une note pour ce téléphone ? Ça va être une bonne note. J'ai pas encore fixé, mais ça va être une bonne note. Ok, entre 8 et 9 ? Entre 8 et 9, ouais. Sur 10. Très bien, c'est tout. C'était le test du Oppo N1 que l'on vous conseille.